Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Comment miser sur la formation professionnelle des métiers du cinéma pour optimiser le 7e art africain? C'est à cette interrogation qu'invite la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui s'ouvre le 25 février prochain dans la capitale burkinabé. La réflexion sur la formation est en cours depuis environ une dizaine d'années. Et aujourd'hui, sur le continent, des offres de formation sont disponibles. Quels gestes forts et concrets peut-on s'attendre de la part des grands ensembles comme l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC ou encore la FEPACI? Autant de questions que ce panel se propose de répondre. Et pour apporter de la lumière à ces questions, je reçois M. Gaston Kaboré, cinéaste et fondateur de l'Institut Imagine, une école de formation. Bonsoir. Merci d'être venu pour les échanges. Également est avec nous pour ce panel M. Frédéric Kaboré, directeur des études et des stages de l'ISIS. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour les échanges. Et enfin, M. Aboubakar Sanogo, il est spécialiste en cinéma et enseignant à Canada's Capital University. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour le débat. Alors, très rapidement, M. Gaston Kaboré, vous êtes fondateur d'une école de formation, l'Institut Imagine, et on peut dire que, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui, des offres existent. Est-ce que c'est le cas? Oui, les offres existent. Je pense qu'elles n'existent pas à la hauteur qu'il faudrait, parce que c'est quand même un gros chantier que la formation dans le cinéma et l'audiovisuel, puisque c'est le thème du FESPACO. Parce qu'il ne faut pas oublier toute la dimension qui regarde la télévision et qui est importante aujourd'hui. Donc les offres existent en nombre insuffisant, que ce soit du fait des initiatives gouvernementales, une école comme l'ISIS au Burkina par exemple, ou de structures privées à l'origine comme la mienne. On sait que l'image est le nouvel alphabet et il faut qu'on forme la jeunesse, les enfants à la capacité d'une lecture critique des images qui leur sont proposées. Et donc, par conséquent, il y a encore énormément d'efforts à faire pour que cette formation soit au niveau souhaité et embrasse le champ vaste de ce qu'il faudrait, parce que ce n'est pas simplement former les professionnels, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Oui. Frédéric Kaboré, vous êtes directeur des études et des stages de l'ISIS, et Gaston Kaboré l'a dit, des offres existent, même si elles sont insuffisantes. Mais on l'a vu, la réflexion ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années 2003, la réflexion était portée au niveau du FESPACO pour voir comment optimiser sur la formation pour professionnaliser davantage le métier du 7e art africain. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on peut dire que c'est le bout du tunnel. Oui, c'est peut-être trop dire que de voir les choses à une étape de finition. Parce que vous savez que la formation, c'est une affaire qui ne concerne pas seulement le cinéma, c'est pratiquement toutes les professions du monde. Et comme à l'origine, l'apprenti appréhendait les choses avec son maître, et pour ce qui est du cinéma, ça a été pareil pour pas mal de praticiens aujourd'hui qui ont été obligés de se former par l'entremise des stages lors des productions. Et cela a révélé naturellement ses insuffisances. Et oui, mais on l'a vu, Frédéric Kaboré, qu'après la première génération de ceux qui se sont formés dans les pays de l'Est, et puis une grande partie en France ou ailleurs, et après ça, sur le continent, il n'y avait plus encore de possibilités de formation avec la fermeture de l'INAFAC et autres. Mais à partir de ces dernières années, on voit également que l'engouement est dans des écoles s'ouvrent ou sont à nouveau ouvertes. Oui, en fait, c'était pour dire que le fait que
ces structures aient manqué à un moment donné, ou en tout cas en nombre insuffisant comme l'INAFEC qui a fermé, les gens étaient obligés de se former par l'entremise des stages. Et c'est là aussi que l'on a pu constater que le niveau de la production a bien pu baisser sur le plan qualitatif. Et donc la nécessité d'avoir des infrastructures et des organisations pour reprendre la formation en mai s'est imposée. Mais au stade où nous sommes, on ne peut pas dire encore qu'on voit le bout du tunnel parce qu'on est toujours dans la dynamique de recherche d'infrastructures compétentes parce que, quoi qu'on dise, les images africaines ne peuvent plus être seulement vues en Afrique à cause des satellites. Et j'allais dire la propagation des nouveaux outils numériques pour la diffusion. Et donc, il faut que l'Afrique se mette, j'allais dire, à jour. Et pour se mettre à jour, il faut encore acquérir des plateaux techniques, il faut acquérir des infrastructures de formation, il faut acquérir des compétences capables d'encadrer les jeunes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur les réalités que la formation offre aujourd'hui et même la réalité de la formation. Et Aboubacar Sanogo, on l'a vu, il y a une offre de formation sur le continent. On va y revenir. Mais on le voit également, un autre aspect qui ne semble pas reculer, l'aspect autodidacte. On voit que beaucoup de réalisateurs sont dans cette fourchette-là. Comment on peut l'expliquer? Oui, il y a diverses raisons. D'abord, il y a que l'offre, je pense qu'elle est en deçà vraiment du désir. Hein? Le désir de cinéma est ample, très ample en Afrique. Et c'est en fait, je dirais même, multiplié avec l'accessibilité des outils numériques, enfin voilà, les caméras digitales et tout ça. Il fait que tout le monde aujourd'hui peut faire du cinéma de fait, même si tout le monde ne doit pas forcément faire du cinéma. Bon, donc il y a plus de gens qui veulent faire du cinéma qu'il y a d'écoles pour les former. Un, deux. Tout le monde ne peut pas avoir accès aux écoles de formation, ça c'est axiomatique, pour des questions de prix, de là où on habite par rapport à l'école, etc. Donc il y a des questions techniques, disons pratiques, si vous voulez, d'accessibilité ou non aux écoles de formation, qui font que quelqu'un qui veut faire le cinéma, on dit toujours, il faut déjà commencer par le faire. You learn cinema by making cinema. Donc tu apprends le cinéma en faisant le cinéma. Dans ce contexte, donc, faire du cinéma par soi-même a aussi sa valeur intrinsèque en tant que tel. Mais évidemment, passer par une école a aussi ses mérites, notamment. Moi, par exemple, j'enseigne dans une école. Et donc, passer par une école... donc, vous prêchez pour votre chapelle? Non, pas forcément. Je vois les bénéfices et les limites des deux options, disons comme ça. Donc, passer par l'école donne aussi quand même la possibilité d'avoir accès à l'histoire du cinéma, vraiment à la tradition des pratiques cinématographiques depuis les années 1889 jusqu'à nos jours. Et ça, c'est un héritage que les cinéastes, en tout cas, feraient du mal de s'en passer. Voilà. Gaston Kaboré, au niveau de la formation, on l'a vu, des écoles de cinéma ont rouvert, d'autres se sont ouvertes. Et on a par exemple l'ISIS au Burkina, on a l'ISMA au Bénin, où on a l'AFDA en Afrique du Sud. Et par rapport à toute cette offre, les filières aussi se sont diversifiées. Oui, parce que travailler dans le cinéma ou l'audiovisuel aujourd'hui signifie être à même d'avoir une grande capacité d'adaptation à tous les nouveaux outils qui sont en place. On peut même faire du cinéma sans utiliser une caméra classique pour enregistrer des images en prise de vue réelle. On peut tout inventer à partir d'une palette et les personnages et les paysages, les décors et tout. Donc vous voyez qu'il y a une grande, un spectre très large de métiers impliqués dans la création, dans la technique, dans la gestion des moyens, dans la diffusion et même dans la médiation culturelle.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui produire des films pour que les gens les regardent sur des téléphones portables? Ça suppose un autre rapport à l'image, un autre rapport à la diffusion, et c'est sur tous ces plans que nous devons être présents, parce que l'Afrique ne peut pas s'isoler. Or, nous constatons que depuis très longtemps, l'Afrique a toujours eu un déficit de regard sur elle-même, un déficit de représentation. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire on va former uniquement classiquement dans les écoles, parce que c'est le gage d'une certaine qualité de production ultérieure. Non, c'est des lieux de création. Et je suis parfaitement d'accord avec Aboubakar Sanogo quand il disait que se former sur le tas, dans la pratique, ça a des vertus énormes. Et on a, parmi les plus grands cinéastes au monde, on a eu des gens qui n'ont jamais fait une seule journée d'école de cinéma et qui se sont formés en regardant des films, en lisant beaucoup, en se cultivant, en regardant la peinture, en allant au théâtre, parce que toutes ces choses-là se touchent. On a l'habitude de dire que le cinéma est un peu la synthèse de tous les autres arts. Ce n'est pas faux du tout. Donc, ce que je veux dire, former aujourd'hui, on doit aussi renouveler la façon dont nous regardons cette formation. Nous devons non seulement former des professionnels, mais nous devons former nos enfants, la jeunesse, nous devons former les adultes, même les familles, à savoir quels programmes vont-ils laisser regarder par les enfants. Donc il y a toute quelque chose, voilà. Donc il faut qu'on regarde la question de la formation de manière très holistique, parce que ça se niche un peu à tous les endroits. Et c'est pour ça que l'éducation à l'image est quelque chose de primordial aujourd'hui. Et l'Afrique doit, sans tarder, se donner les moyens de comprendre cela, afin que le cinéma s'enseigne au collège, au lycée et même à l'école primaire, comme on a appris la rédaction, comme on a appris l'analyse grammaticale, etc. Parce que c'est un langage en soi. Et si on ne le connaît pas, on risque d'être à la merci de tous les vendeurs d'illusions et de tous les spéculateurs cérébraux et tous ceux qui, évidemment, cherchent à manipuler. Et vous savez aujourd'hui comment cette manipulation est très présente dans plein de domaines. Oui. Voilà. Frédéric Kaboré, au niveau de l'ISIS, est-ce que vous tenez compte de ça aujourd'hui, de ces paramètres que Gaston Kaboré vient de citer, de former pour s'adapter, mais en même temps de former pour exceller? Oui, en effet, M. Kaboré, lui-même est formateur à l'ISIS. Et je voudrais dire par là que l'ensemble des intervenants à l'ISIS sont déjà sensibilisés à cette question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former pour faire de façon classique des films. Parce que nos étudiants qui sortent de l'ISIS ne vont pas seulement sur les plateaux, ils vont dans pas mal de structures où ils conseillent. Oui, ils travaillent à la télévision. Ils travaillent à la télé, ils travaillent dans des institutions comme le ministère de la Recherche scientifique, ils vont ils travaillent pour des ONG, pour la sensibilisation sur des questions de développement. Donc, c'est justement cette formation qui veut un individu complet qui sait lire et interpréter l'image et le son est forcément indispensable dans un bon programme de formation. Et à l'ISIS, nous nous battons pour que justement ces jeunes qui sortent là puissent effectivement impacter tous les compartiments de notre communauté, que ce soit pour le Burkina ou pour ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que entre le Burkina et le Gabon, bon, je ne vois pas une très grande différence. Donc, du coup, tous ces étudiants qui nous arrivent des autres pays profitent de l'expérience de nos intervenants. Oui, et Aboubakar Sanogo, quand on parle de formation, est-ce qu'on peut avoir le profil type d'un produit fini de ces écoles de formation qui sortent et qui puissent être compétitifs par rapport au marché que nous voyons aujourd'hui? De quoi a-t-il besoin? De quoi a-t-il l'air? Disons ceci, en ce qui me concerne, je pense que toute formation répond à des questions.
qu'on se pose. Et donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie de faire à la fin. Donc, je peux par exemple dire bêtement, il y a au moins minimum trois manières de voir ça. Est-ce qu'il y a, disons, est-ce que la formation, que je vais l'appeler tout simplement, la formation, est-ce qu'on a besoin d'une formation réification, par exemple? Donc, c'est une formation qui affirme l'existant, qui s'adapte aux choses telles qu'elles sont, qui suit les règles d'écriture de scénario à la lettre, qui suit un peu, enfin, voilà, les pratiques déjà établies et on peut dire même dominantes, si vous voulez. Bon. Si on veut faire ça, ben, il y a tout un nombre de mesures à prendre. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes étudiants que j'ai amené ici chez Gaston il y a 4-5 ans déjà, Josh. Alors lui, on l'a formé aux études de critique et théorie cinématographique et d'histoire cinématographique à Carleton, à Ottawa. Il a décidé de faire du cinéma. Donc, il a déposé une demande à une école qui s'appelle University of Southern California, USC, à Los Angeles, qui est la première école de cinéma des États-Unis qui a été créée en 1929. Bon. Il est allé, donc il a commencé, il a son deuxième semestre là-bas. Alors il m'écrit, tout malheureux. Il me dit, voilà, vous nous avez appris que le cinéma n'a pas seulement vocation à susciter de l'émotion, mais il a aussi vocation à susciter de la pensée. Or, à l'école créée en 1928 par Hollywood, je le précise, et où ils recrutent leurs nouveaux réalisateurs, producteurs, scénaristes, etc., on lui affirme qu'il est en fait interdit de faire penser le spectateur. Donc son travail, c'est vraiment de susciter l'émotion. Donc sa mise en scène, son écriture, son éclairage, etc., tout ça c'est par rapport à ça. Est-ce qu'on ne s'appuie pas sur ce qu'on voit aujourd'hui? Parce que beaucoup, quand ils vont au cinéma, ne vont pas pour réfléchir, ils vont pour se défouler. Précisément, mais c'est là toute la problématique de la formation. Parce qu'ils ont été, je ne vais pas dire formés, mais formatés, cette fois-ci, à accepter ce type de cinéma depuis, parce qu'il y a un cinéma dominant qui a créé son langage, qui a créé son rapport à l'économie et qui a créé donc son rapport à l'émotion, sachant qu'en appuyant ces boutons, il reverra chaque samedi, chaque dimanche des gens dans les salles, etc. Et ce modèle, c'est le modèle dominant. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la formation réification. Maintenant, on peut faire ce que j'appelle la formation dissensus. Là, c'est vraiment une formation où on se met en retrait de modèles dominants et on essaie de réfléchir et de voir un peu comment on peut sortir de ce modèle. Et il y a d'autres traditions, et notamment les grandes traditions du cinéma d'auteur, etc. Les grandes traditions du cinéma africain, par exemple, en tout cas une grande partie du cinéma d'auteur africain, je peux dire, fait partie de cette tradition, formation dissensus. Enfin, il y a ce que je pourrais appeler la formation recherche-expérimentation. Là, vraiment, c'est la partie en ce qui me concerne la plus intéressante. C'est-à-dire, là, vraiment, c'est la partie qui tourne le dos vraiment à tout ce qui existe comme préacquis, comme acquis, comme tradition. Bon, qui la connaît, bien sûr, mais qui décide quand même de faire autre chose. Hein? Voilà, et ça me paraît très intéressant, surtout pour nous, Africains, aujourd'hui. Parce que il faut donc, la question, l'une en tout cas personnellement, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais par exemple voir, comme je profil type, moi je dirais profil idéal, ce que j'aimerais voir, c'est donc des cinéastes qui donc inscrivent vraiment ce qu'ils appellent un certain tempérament. Hein? Mais c'est un peu dangereux ce mot parce que l'Afrique est complexe, les Africains sont très complexes, mais c'est juste pour dire une conscience historique de l'héritage, des héritages culturels africains. Et ces héritages, surtout dans le cinéma, Gaston vient de le dire, le cinéma est l'art des arts. On a quand même de très grandes traditions de production visuelle qui ont influencé des mouvements cinématographiques, notamment l'expressionnisme allemand,
en partie, est née de la rencontre entre les cinéastes et les artistes allemands et, par exemple, l'art africain, par exemple, dans les musées européens. Bon. Si les Européens y trouvent valeur et qu'il faut encore expliquer aux Africains qu'il y a de la valeur intrinsèque là-dedans, on a un vrai problème. Donc, c'est pour dire que et cette tradition, on peut la multiplier. Vous savez que l'Afrique a quand même 35 millions, au minimum 35 millions d'années d'histoire. Donc, 35 millions d'années de production culturelle qui sont tous, disons, marginalisés sous le label de tradition. Hein? Or, pour moi, bon, enfin, le mot, il y a beaucoup de choses dans le mot tradition, bien sûr. La tradition, ça, c'est un problème aussi, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect, à mon avis, à prendre en compte, c'est-à-dire si on réexaminait cela sous, par exemple, la notion d'expérimentation qui a abouti ou pas, qui a été calcifiée ou pas, qui a été fourvoyé par les héritiers ou pas, qui a été arrêté ou pas, etc., ça va changer les choses parce que il y a donc des vocabulaires visuels, il y a des vocabulaires musicaux, il y a des vocabulaires narratifs. À 35 millions d'années de vocabulaire narratif, si vraiment on ne peut pas en profiter, on a de vrais problèmes. Oui, Gaston Kaboré, pour vous qui êtes investi dans la formation, quel est le type de cinéaste, quel est le type de professionnel que vous voulez mettre à la disposition du continent qui puisse véhiculer la vision du continent en matière de 7e art? Moi, j'éviterais de penser qu'il y a, disons, un calibrage absolu à faire. Je pense que même si on sort de la classification que Sanogo a donnée et l'on considère simplement des gens qui viennent au cinéma pour apprendre, ce qu'il faut arriver après la formation, c'est de leur préserver leur regard singulier, parce que chacun de nous est un être unique. Ils apprennent des choses dans un temps réduit, mais après, qu'est-ce qu'ils font de cette formation? C'est là où le métier de cinéaste commence. Et c'est pour ça que on a beau sortir de la même école, les gens seront différents, ne feront pas les mêmes types de films, ne s'intéresseront pas aux mêmes sujets, auront des approches esthétiques différentes, et c'est ça, cette diversité et cette pluralité qui est la plus importante. Donc l'école ne doit pas être un lieu d'inhibition de la créativité, mais plutôt un lieu d'explosion de cette créativité. On leur donne des outils, on leur apprend des choses sur l'histoire qui les a précédés, afin que eux se déterminent et aillent dans la direction qui les intéresse. Et c'est ça, je pense, la plus grande force d'une structure de formation, c'est de former des gens qui soient libres dans leur tête, qui soient costauds, disciplinés dans leur métier, mais avec une grande liberté. Et André Gide disait que l'art naît dans la contrainte et vit de liberté. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Mais pour achever de vous répondre, je dirais aussi que Paulin Vieira, qui est un des premiers critiques africains, en tout cas au sud du Sahara, qui a écrit un livre sur l'histoire du cinéma africain, des origines jusqu'à nos jours, vers la fin du livre, le dernier chapitre, il se posait à lui-même la question, mais encore quel cinéma africain? Et il répondait en substance ceci: ce sera le cinéma que voudra le peuple, point, et que l'aideront à trouver des cinéastes convaincus et pénétrés des vrais fondements de leur civilisation, et en même temps persuadés que le cinéma peut aider une société, un peuple à se libérer pleinement. Évidemment, ce vocabulaire date peut-être dans son côté militant engagé, mais ça ne change pas.
On ne dit pas que tout le monde doit faire des films politiques didactiques, mais l'émotion dont parlait Boubacar, moi je me permettrais de dire que l'émotion est une forme de pensée aussi. Voilà, donc ça veut dire que en réalité, quand on crée, on est responsable de ce qu'on a créé, on est responsable de ce que l'on dit, et nous devons aider surtout les jeunes que nous formons à être des gens qui soient structurés mentalement, qui soient structurés en termes moraux. Je pense qu'il faut nécessairement une éthique, etc. Mais on ne doit pas les embrigader dans quoi que ce soit. C'est leur donner des outils d'exercer leur propre liberté de création et leur propre responsabilité en termes de regard et d'histoire qu'ils voudraient raconter, parce que en racontant leur société, ils se racontent aussi en même temps. Frédéric Kaboré, est-ce que entre écoles de formation en cinéma sur le continent, vous vous parlez, vous vous connaissez? Oui, certainement. Nous nous parlons et nous nous connaissons, je peux dire un peu, parce qu'il y a des organisations qui nous permettent de nous rassembler à l'ESILEC, qui est une sorte de réseau des écoles à travers le monde. Et on y adhère librement, certes, mais chaque institution travaille à adhérer parce qu'il y a un certain nombre d'avantages. C'est déjà de pouvoir découvrir les autres institutions. C'est aussi l'occasion de pouvoir se jauger soi aussi par rapport aux autres. Et en sus, je peux dire qu'au niveau de l'ISIS, depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler sur des concepts. Et l'un des concepts, c'est celui qui s'appelle Graines d'intégration. Graines d'intégration est une occasion que nous voudrions donner aux structures de formation à travers l'Afrique, prioritairement, pour disposer d'une sorte de bourse de coproduction et mettre en commun le savoir-faire et les moyens de différentes institutions sur des sujets qui vont être traités par des étudiants. Donc une sorte de mutualisation Une sorte de mutualisation des moyens, une sorte de mutualisation des idées. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous organisons des masterclass et nous souhaitons par ailleurs que ces institutions sœurs là aussi organisent les mêmes masterclass sur des thèmes comme par exemple les diversités culturelles dans la créativité et l'exploitation du patrimoine culturel dans l'expression cinématographique. Voilà un certain nombre de thèmes que nous ventilons parce qu'on ne peut pas partir pour faire une intégration entre étudiants si on ne parle pas le même langage dans un premier temps. Parce qu'il s'agit là de se convaincre soi-même que cette rencontre est nécessaire et, j'allais dire, obligatoire. Parce que, mais est-ce que les législations des pays ne vous posent pas problème, ne sont pas souvent un frein à cette mutualisation, à cette intégration? Parce que quand on parle d'Afrique, on voit beaucoup plus souvent l'Afrique noire, mais l'Afrique est vaste. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Afrique, le Maghreb. Oui, c'est juste ce que vous dites, mais il faut dire que nous avons la chance de disposer d'une occasion que nous offre par exemple le FESPACO, où ISIS a ce qu'on appelle la fenêtre des écoles. Nous recevons toutes les écoles qui manifestent le désir de participer à toute édition du FESPACO, et c'est un cadre de rencontre où les responsables de ces institutions de formation, les étudiants, se frottent et échangent. Et par exemple, pour l'édition à venir, déjà l'édition précédente, les étudiants en présence à Ouagadougou ont essayé de créer une sorte d'association, j'allais dire, africaine des jeunes apprenants. Et cette année encore, ils ont attiré notre attention sur le désir d'effectivement installer cette petite organisation pour mener des activités. Et nous pensons que ça va nous permettre effectivement de quitter voilà, nos cases individuelles pour rencontrer les autres sur un terrain productif. Oui, Gaston Kaboré, je voudrais qu'on aborde à présent cette question de la formation et
ces enjeux pour la professionnalisation. On le voit, le continent regorge d'écoles de formation en cinéma. Il y a des produits qui sortent de ces écoles, mais parfois, on ne comprend pas pourquoi certains chôment. À commencer par exemple par l'ISIS. J'en connais qui n'ont pas de boulot. Ben, parce que la formation ne devrait pas être envisagée comme un segment isolé. Si on dit formation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, ça suppose qu'il y a un secteur d'activité qui porte ce nom. Et pour ça, il faut que l'État soit là, non pas seulement pour tout faire, mais pour créer les conditions favorables à l'émergence de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de programmes dans le monde. Vous savez très bien, avec la télévision numérique terrestre, qu'on appelle communément la TNT, où toutes les télévisions vont se mettre à diffuser 24 heures sur 24, vous imaginez la quantité phénoménale de programmes dont on a besoin. Il faut que nous apprenions. Donc il y a des enjeux de production de contenu pour ces télévisions. Exactement. Il y a des enjeux de production de contenu pour les écrans africains. Oui. Et donc le champ est vaste. Le champ est vaste, mais il faut former les gens afin qu'ils puissent s'investir dans tous ces domaines. Si vous sortez d'une école de cinéma, vous dites, moi, j'ai été formé, je veux faire que des films de fiction long métrage, oui, peut-être vous allez chômer. Mais si vous décidez que vous allez faire des films de 3 minutes, de 6 minutes ou de 7 minutes, pour en mettre certains sur les plateformes YouTube, Dailymotion et autres, si vous estimez que vous pouvez faire une série pour que ça soit une web série qui va être vue, vous voyez, du coup, la gamme des possibilités s'élargit et ce n'est pas toujours la quantité d'argent qui va faire la différence. Parfois, c'est la détermination, c'est le travail, c'est l'obstination dans ce que l'on fait. Donc, moi, je pense que c'est ça que nous devons arriver à leur faire comprendre, qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour leur prendre par la main. Ils doivent s'assumer eux-mêmes et essayer de regarder dans tout le spectre qui se pose à eux, où est-ce qu'ils vont aller pour commencer à travailler. Parce que si vous sortez d'une école, vous ne tournez pas, vous désapprenez même ce que vous avez appris à l'école. Donc il faut travailler, faites avec votre téléphone portable, vous pouvez faire un film. Je ne prêche pas du tout pour la médiocrité, pas du tout. Parce que même avec un téléphone portable, on peut faire un film qui est digne d'intérêt et qui sera vu dans le monde entier. Tous les jours, on a des preuves de ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une certaine philosophie de la formation qu'il faut parvenir à mettre en place pour ne pas être toujours à dire il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. On doit pouvoir aussi inventer ces choses-là. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il y a qu'à, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre pour exister d'abord sur nos propres écrans, dans nos propres pays, en Afrique, sur notre continent et dans le monde. Parce que moi, ma crainte réellement, c'est que aujourd'hui, on le sait, l'Afrique est le théâtre d'une exploitation éhontée des richesses du sous-sol. Et tout ça, ça donne énormément de problèmes, y compris des guerres qui sont provoquées sciemment pour pouvoir piller ces richesses. Mais que direz-vous demain quand ce sont nos imaginaires, ces 35 millions d'années d'accumulation, de création, qui vont être pillés? C'est-à-dire nos enfants vont connaître nos propres histoires au travers du filtre des autres. Donc il y a urgence que l'on comprenne que produire des images, ça n'est pas un luxe. Ce n'est pas comme si, ouais, bon, d'accord, si on peut, on en fera, mais si on ne peut pas, c'est pas grave, les autres produisent pour nous, oui, et nos enfants vont être de plus en plus déréalisés et incapables de comprendre que ça n'est pas un malheur d'être né sur ce continent, qui certes a des problèmes, mais a une immensité de talent, de création, qu'il faut apprendre aux enfants à regarder, à explorer, parce qu'ils n'ont rien à envier
aux autres enfants de la terre, si ce n'est à aller à leur rencontre, comme disait Frédéric, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Moi, je ne prêche pas le clivage entre les nations, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule race humaine. Tout le reste qui a été inventé, la couleur, ça sert des idéologies, ça sert des intérêts, et il faut qu'on en finisse avec ça. Frédéric Kaboré, est-ce que vous avez une philosophie au niveau de l'ISIS et même des écoles de formation d'aller vers ce que Gaston Kaboré dit, comment faire en sorte que l'étudiant, l'apprenant qui finit sa formation chez nous ne s'assoit pas et croise les bras et attendre que certainement la providence lui sourit? Oui, en effet, au niveau de l'ISIS, il y a, comme je disais précédemment, qu'il y a un certain nombre de concepts que nous avons développés. Nous avons le concept, on ne l'a pas encore expérimenté, nous sommes en train de travailler pour ce que nous avons appelé le concept junior et le concept senior. Le concept junior vient après le concept cadet qui concerne l'étudiant qui est inscrit régulièrement à l'Institut. Et là, il y a des moyens modestes, certes, mais des moyens quand même pour permettre à tous ces étudiants-là de produire, pour qu'on voit déjà quelle est leur capacité à traduire ce qu'ils ont appris à travers l'écran. Et à la fin de leur cursus, ils sont, j'allais dire, reversés dans le paysage audiovisuel local. Je parle du Burkina, par exemple. Et ces étudiants nouvellement sortis, proposent des projets, parce qu'à l'ISIS, même si on n'a pas des moyens financiers concrets, nous pouvons quand même servir de crédit pour ces jeunes étudiants-là, en plus du fait que nous leur apporterons des moyens matériels, notamment caméras, prise de son, salle de montage, sur leurs propres projets, dès leur sortie de l'école. Et ça, on a même déjà lancé deux étudiants, un Camerounais et un Togolais. Et ça va permettre aux jeunes qui sortis de l'école de pouvoir faire quelque chose et de disposer d'une deuxième carte de visite. La première carte de visite, elle est acquise au niveau du concept cadet par un film. Et au concept junior, il a une deuxième carte en tant que, j'allais dire, jeune cinéaste accompli, parce que là, il est diplômé, il est sorti et il travaille sur un projet qu'il va conduire à bout. Alors, le troisième concept, qui est celui senior, concerne en ce moment tous ces anciens étudiants qui sont sortis au-delà de 2 ans et qui sont dans le milieu professionnel. Et là, tout le monde est concerné, c'est-à-dire le milieu professionnel est concerné, parce qu'à partir de 2017, nous avons cette ambition de démarrer enfin la formation professionnelle diplômante. Et cette formation va aboutir à des réalisations de films, donc des projets d'une certaine envergure. Il y aura même de grands projets que nous allons essayer de lancer avec des partenaires. Et les étudiants sortis il y a quelques années peuvent à nouveau pouvoir s'exprimer dans ce cadre-là. Bon, j'avoue que nous continuons les réflexions parce que nous savons que si nous mettons nos efforts avec ceux du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, nous pouvons arriver à expérimenter ces concepts-là pour voir jusqu'où on peut accompagner un étudiant qui s'inscrit jusqu'à sa sortie. Oui, Abouakar Sanogo, comment faire en sorte que, effectivement, ces enjeux stratégiques que nous avons perçus à travers la formation professionnelle puissent s'adapter, pour ne pas dire puissent se marier avec les enjeux même de l'employabilité de ces produits sur le terrain. Parce qu'on se rend compte que parfois, Gaston Kaboré l'a dit, il n'y a pas de raison que vous soyez formé dans une école et que vous sortez croiser les bras en attendant que le bonheur vous sourisse. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a d'abord la question de qu'est-ce qu'on comprend pas, qu'est-ce qu'on entend par cinéma. La plupart des gens voient dans le cinéma les métiers autour de la réalisation. Je pense qu'on a plus de gens qui veulent être des réalisateurs que qui veulent faire autre chose.
Or, les besoins en caméraman, en monteur, etc., c'est-à-dire que le cinéma, c'est un ensemble de ce que j'appelais de discours, de pratiques et d'institutions. Hein? Et dans chacun de ces termes, on trouve des champs de métiers, de vastes champs de métiers. Hein? Donc, il n'y a aucune raison qu'au sorti d'une école de cinéma, on se croise les bras, parce que d'abord, l'école de cinéma devrait pouvoir donner assez d'outils à la personne qui sort pour déjà faire au moins un peu des différents aspects, le montage, l'écriture, la réalisation, etc. Donc, si on ne peut pas faire de film immédiatement, est-ce qu'on peut être dans une équipe? Est-ce qu'on peut tourner? Est-ce qu'on peut voilà, faire des directeurs photo, etc., etc. Donc, il faut donc multiplier aussi les champs de compétences des gens qui sortent. Ensuite, il y a bien d'autres métiers. Il y a les métiers de la technique, c'est-à-dire l'invention de la technique. Il faut que l'Afrique aussi rentre dans l'invention des caméras, des techniques, des objets qui aident à faire le cinéma. Et encore une fois, nous avons des climats assez spécifiques. Le soleil ne brille pas de la même manière à Ouaga qu'à Los Angeles. Ça, c'est très clair, je peux le dire avec certitude. Et donc, les caméras, les lenses, comment on dit lenses, les objectifs, etc., eh bien, peuvent être aussi quand même... Il y a du travail de recherche, il y a du vrai travail. C'est-à-dire que à mon avis, il y a tellement de choses à créer. Ça, je ne dis pas de réinventer la roue, je dis seulement que les caméras qu'on a naissent d'un lieu. Le cinéma n'est pas atopique, même s'il peut être universel, n'est-ce pas? Il vient d'un lieu et il a été fabriqué par rapport à la prise en compte des spécificités de ce lieu. Donc, il n'y a aucune raison. L'Afrique est spécifique et exceptionnelle. Donc, il n'y a aucune raison que dans ce contexte, on ne puisse pas aussi engager des démarches de recherche qui feront que, voilà, les mêmes métiers soient là, mais avec une inflexion. Même avec une inflexion. Et donc, créer les différents objets techniques du cinéma, créer des archives du cinéma, ce dont nous allons parler bientôt, créer des discours, des théories, etc., ce que nous autres on fait. Je veux dire, il y a tellement de métiers dans le cinéma. Et aussi, je dois ajouter, créer une économie du cinéma. Ça, il faut dire que la plupart du temps encore, quand on parle de cinéma, même ici, sur ce plateau, nous parlons vraiment du cinéma d'auteur, franchement. Bon. Or, le cinéma d'auteur n'a jamais vraiment été, dans l'histoire du cinéma, vraiment, n'a jamais été très, très porteur de, disons, de métier, quoi, en gros. Hein? C'est-à-dire que où qu'on étudie, qu'on a en Europe, il y a toujours la problématique de l'apport de l'État pour soutenir le cinéma. Parce que c'est un cinéma quand même très difficile, un cinéma très exigeant, et qui demande aussi un peu plus, qui tend à demander un peu plus aux spectateurs que le cinéma soi-disant populaire commercial. Donc, ça veut dire que, les Nigérians nous ont fait la preuve qu'il y a autant besoin de cinéma d'auteur que de cinéma commercial, de divertissement, que voilà. Donc, et ce cinéma de divertissement, avec toutes ces limites qu'il a, limites idéologiques, limites techniques, limites philosophiques même, etc., a quand même créé une vraie économie du cinéma. À Lagos, ça ne chante pas dans le cinéma. Ça, je peux vous dire tout de suite. En Hollywood, tout à fait. Donc, par exemple, vous savez que il y a 2 ans, lorsqu'on essayait d'évaluer un peu, disons, la valeur des économies africaines, on essayait de savoir quels étaient les pays, disons, économiquement, les pays les plus forts économiquement. Traditionnellement, ça a toujours été l'Afrique du Sud, pour les raisons historiques qu'on connaît. Et voilà, deuxièmement, c'était je sais pas, le Nigeria, l'Égypte, enfin, il y avait toute une constellation de pays autour. Et quand ils ont essayé de le faire il y a 2 ans, ils se sont dit, et si on changeait un tout petit peu les critères, hein, et si on mettait le cinéma dans la balance, qu'est-ce que ça nous donnerait? Et bien, quand ils ont mis le cinéma dans la balance, le cinéma a amené Hollywood comme première économie africaine aujourd'hui, de fait. Bon. Le cinéma donne aujourd'hui au Nigeria plus que l'agriculture,
plus que même d'autres champs, comme même, en tout cas par rapport par exemple à l'exportation pétrolière, il y a concurrence. Hein? Bon, donc ce n'est pas partout que ça chôme, il faut aussi donc tenir compte de cela. Et donc ça veut dire tirer les leçons de quel type de cinéma, quel type au pluriel je veux dire, quel type de cinéma on veut produire. Je pense il faut créer, à mon avis, on pourrait créer un modèle où les deux modèles se nourrissent mutuellement, se soutiennent mutuellement, etc., pour vraiment créer toute la palette de possibilités, de liberté, dont Gaston parlait, etc., dans le cinéma. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il faut retenir que ce n'est pas partout où le cinéma se fait qu'il y a du chômage. Il y a des gens qui ne chôment pas, il y a des gens qui ont 300 films, 400 films. Hein. Bon, la qualité, on peut en discuter. Mais, par exemple, les Nigérians, moi, je discute beaucoup avec eux. Ils étaient, par exemple, récemment au Festival de Toronto qui leur a fait une fête. Et on se rend compte, en les écoutant, qu'il y a vraiment... ils ont inventé leur propre économie du cinéma, mais qui repartent dans le sens contraire de là où ils avaient commencé. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, que dans la plupart ils ont une expertise en matière de production, de distribution. Et de pensée de l'économie du cinéma. Ça, c'est quand même très important. Assez indépendant. Oui, Gaston Kaboré, on va terminer par ces questions de moyens pour soutenir cette formation, même si on veut qu'elle soit un enjeu stratégique pour le cinéma africain. On l'a vu, la plupart des moyens viennent d'ailleurs. Nos États peinent parfois à mettre de quoi faire vivre ces écoles, de quoi faire vivre ces structures. On a comme l'impression que l'investissement utile pour la formation n'est pas totalement ancré dans nos pays. Oui, c'est sûr qu'il y a des efforts qui restent à faire. Il y a des convictions à exprimer en actes plus concrètement. Voilà. C'est sûr, mais il faut savoir que non, quand je parlais tout à l'heure de la TNT, je parlais de l'industrie. En réalité, je n'ai peut-être pas prononcé le mot. Moi, je ne fais pas de dichotomie comme ça trop antagonique entre le cinéma de création, cinéma d'auteur, et le cinéma populaire. De divertissement, comme il a dit. Parce qu'on a besoin de l'industrie. Il faut que une mécanique industrielle s'engage pour que réellement les gens vivent au jour le jour de leur métier. Ça, c'est... Si nous ne le faisons pas, c'est que nous faisons vivre des gens ailleurs et c'est nos spectateurs qui payent pour ça. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui nous corresponde, comme les Nigérians ont pu le faire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. On a l'expertise professionnelle, la connaissance, le savoir-faire, mais peut-être que c'est une certaine forme de libération d'un certain nombre de carcans et d'enchaînements logiciels qui nous empêchent d'aller vers ça. Et moi, je répète tous les jours aux étudiants que je croise dans mes cours ou qui viennent me consulter qu'il faut qu'ils soient pleinement conscients que le plus important, c'est qu'ils racontent des histoires. Racontent des histoires, et j'espère des histoires qui ne portent pas ombrage à leur dignité d'être humain. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça que je disais que le côté éthique existe énormément. Donc, l'État, bien sûr, ne peut pas être absent. Je disais que, à défaut de donner tout l'argent, l'État doit être suffisamment inventif pour créer le contexte favorable au développement des industries culturelles. Et il faut souligner quand même qu'au Burkina, dans le cadre de d'une grosse analyse qui a été faite, on a mis en place la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et dans cette stratégie,
ben, la culture a été jugée comme prioritaire. Donc, il y a des avancées notables. Il ne faut pas qu'on passe le temps à se flageller ou à se culpabiliser. Il y a quelque chose qui existe. Maintenant, il faut une plus grande transformation de ça. Voilà, avec... mais est-ce qu'il faut toujours compter sur l'extérieur? Juste pour terminer, et au niveau du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, il y a un fonds de développement culturel et touristique qui vient d'être mis en place. Donc nous avançons. Parfois les idées datent d'il y a 25 ans, mais petit à petit, il y a des mûrissements qui se produisent et des actes qui sont en train d'être posés. Nous, en tant qu'artistes et professionnels du domaine, nous devons être toujours dans la pression pour que ça avance davantage. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des développements heureux. Et bien sûr, par exemple, pour ce fonds de développement culturel et touristique, la Suisse est très présente comme soutien. Mais c'est parce que la Suisse comprend que tel qu'est ce territoire helvétique, s'il n'y avait pas une forte tradition ancrée avec leur manière de percevoir les choses, peut-être aujourd'hui, ils ne représenteraient pas ce qu'ils représentent. Donc, conscients de cela, ils se disent, un pays comme le Burkina doit tabler sur sa culture s'il veut se développer dans les autres secteurs de l'économie. C'est à partir de ce que nous comprenons sur ce que nous sommes et ce que nous représentons et ce que notre héritage nous apporte que nous pouvons construire le futur. Donc, il faut continuer, et les journalistes, vous êtes dans les médiateurs culturels, et c'est aussi votre compréhension et votre intermédiation avec le public qui peut faire avancer tout ça. Voilà. Oui, Frédéric Kaboré, comment ça se passe au niveau de l'ISIS? Est-ce que vous avez suffisamment les moyens de l'État pour fonctionner pendant qu'on y est? Bon, je dois dire déjà que le fait de disposer d'une institution comme l'ISIS, créée par l'État, a été un grand courage, parce que qui dit formation en cinéma dit aussi les implications, parce que arriver à réunir les compétences déjà, parce que je dois dire que ceux qui sont capables de rentrer dans une salle de classe et de partager leurs connaissances ne sont pas si nombreux que ça au Burkina. Et arriver à présenter un tableau, un plateau technique minimal pour que ces intervenants puissent effectivement partager leur savoir-faire a été d'un courage pour moi, en tout cas, très énorme à la base. Ça, c'était déjà un bon acquis. Maintenant, bon, comme tout enfant, quand vous le mettez au monde, ben, vous devez l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse, par lui-même, voler de ses propres ailes. Et je pense que sur 10 ans, on est encore dans le statut d'enfant, et je pense que ISIS peut encore compter sur l'appui de l'État et l'appui des partenaires techniques et financiers, parce que voilà, on est en train de prouver, et nous avons besoin de continuer de prouver, vu que de plus en plus il y a des institutions qui se créent par-ci et par-là, je veux dire dans les pays voisins, d'où nous recevions dans le temps, en tout cas, un certain quota d'étudiants. Donc, je pense que l'apport de l'État jusqu'à ce jour-là est notable, et je pense qu'il faut le saluer. Mais bon, on ne peut pas non plus dire qu'on est hautement satisfait. Et je pense que vous comprenez ce que je voudrais dire. Oui, vous avez aussi des aides, des partenaires que vous saluez, oui, certainement. Oui, nous avons beaucoup de partenaires qui accompagnent l'État, parce que c'est souvent, la plupart du temps, c'est dans le cadre des accords culturels signés avec le gouvernement que ces partenaires interviennent, particulièrement à l'ISIS. Mais je dois dire que ces aides-là, bon, ne peuvent pas être considérées comme un acquis permanent. Donc il faudra certainement développer des initiatives pour prendre la relève de ces appuis-là. Donc on comprend un peu votre diplomatie, vous n'avez pas suffisamment les moyens, mais vous comptez sur l'État pour vous aider
à avoir les moyens, effectivement, de pouvoir être optimal dans l'offre de formation que vous fournissez. Aboubacar Sanogo, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir parfois si notre formation est financée par l'extérieur, est-ce que nous pouvons véritablement être maîtres de ce que nous mettons dans la formation, la connaissance que nous recevons. Est-ce que à la longue, ça ne posera pas problème? Encore une fois, tout dépend de comment on voit la situation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les contradictions du système. C'est-à-dire qu'on peut légitimement recevoir l'argent de l'étranger et le détourner dans le sens qu'on souhaite, c'est dans la question de l'usage. C'est que c'est pas parce que l'argent vient de Suisse qu'on va faire du cinéma de Godard, par exemple. Hein? Donc, ça, il faut quand même le dire. Mais pour ajouter un peu à ce qu'il a dit, si on étudie la problématique des cinémas nationaux à l'échelle mondiale, vraiment de manière très sereine, si on étudie la manière dont certains pays ont réussi à s'affirmer, et dans leur propre pays, et sur le champ mondial, il n'y a presque nulle part ailleurs. Parce que même Hollywood reçoit l'argent de l'État, mais la manière souple dont Gaston parle, l'État américain ne met pas l'argent dans Hollywood. Mais il impose, dans le cadre de ses accords de partenariat, par exemple d'échange économique, Hollywood est dans la valise. Et donc, si vous n'acceptez pas qu'il y ait des traitements préférentiels pour Hollywood, il n'y a pas d'échange sur l'agriculture, sur l'industrie et autres. C'est un peu le type de conditions. Donc, l'État est là, mais voilà, sous d'autres formes. Donc, c'est pour dire que la centralité de l'État est vraiment indispensable. Sans l'État français, il n'y aurait pas eu de nouvelles vagues. Sans l'État danois, il n'y aurait pas eu dogme 95, etc. On peut faire la liste. Sans l'État soviétique, il n'y aurait pas eu Eisenstein, etc. Donc, encore une fois, je pense que vraiment pour appuyer, il faut que l'État soit là et qu'il vraiment prenne sérieusement la mesure des enjeux. Parce que vraiment, ce n'est pas la blague. C'est un vrai combat. Et il faut qu'il soit à la hauteur vraiment de ce que l'Afrique attend de lui. Voilà. Oui. Et on termine juste par cette question. Gaston Kaboré, vous présidez le colloque qui va se tenir pendant le FESPACO. Je rappelle que la 25e édition est prévue du 25 février au 4 mars 2017. Et un colloque va concerner le thème qui occupe nos discussions de ce soir. Voilà, lequel colloque se tient les 28 février et 1er mars. Et nous avons essayé justement d'introduire ce débat dans ce colloque un peu sur la majorité des angles sur lesquels nous avons conversé aujourd'hui. Donc, ça promet qu'il y aura de bons échanges. Ce qui importe le plus à nos yeux, c'est qu'on puisse sortir de ce colloque avec la rédaction d'un outil utile. Nous l'appelons manifeste de Ouagadougou. On espère, parce que nous, on a un projet et des personnes comme Aboubacar Sanogo ont contribué déjà à la maturation de cette réflexion et on espère que si tout le monde se discipline pour parler juste le temps qui est imparti, etc., il y aura une grande richesse qui va naître de ce colloque, qui fera date, nous l'espérons, et qui permettra peut-être de donner un peu un plan de navigation pour les 10 prochaines années à venir. Merci à vous d'être venu échanger autour de ce thème, comment miser sur la formation professionnelle dans les métiers du cinéma pour optimiser le 7e art africain. Je rappelle que était avec nous pour ce panel Gaston Kaboré, cinéaste et fondateur de l'Institut Imagine, une école de formation de cinéma à Ouagadougou, au Burkina Faso. Était également avec nous Frédéric Kaboré, directeur des études et des stages de l'ISIS. L'ISIS, c'est l'Institut supérieur de l'image et du son de Ouagadougou, en fait. Et avec nous également Aboubacar Sanogo, vous êtes enseignant de cinéma. Professeur de cinéma à Carleton University. Carleton University. À Ottawa. Et c'est
au Canada. Voilà. Merci d'être venu. Voilà, c'est tout pour ce débat. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.